Je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans, je vis à Bastia, en Corse, avec ma petite Julia, qui a 17 mois. Son papa n'est pas présent, il a déjà une famille, il n'a pas de place pour elle. Quand je l'ai rencontré, je savais qu'il était marié, mais l'amour dicte sa loi. Je suis tombée très rapidement enceinte. Aujourd'hui, je n'ai plus de contact ni de nouvelles de lui. J'ai vécu ma grossesse, mon accouchement toute seule. Je pense à ma fille, à son avenir. Comment vais-je lui parler de lui? Comment vais-je lui raconter son histoire, notre histoire? Toute une histoire, c'est l'occasion de pouvoir enfin obtenir toutes ces réponses à toutes ces questions que je peux me poser. Oh, merci mon bébé. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez besoin de réponses et c'est pour cette raison qu'il était important pour vous d'être présente sur ce plateau. Comme les femmes assises à vos côtés, vous avez longtemps été la femme de l'ombre et un enfant est même né de cette relation cachée. Aujourd'hui, vous ressentez le besoin de sortir du silence. Dans quelles circonstances avez-vous croisé le chemin de l'homme dont vous allez nous parler aujourd'hui ? On s'est rencontrés sur mon lieu de travail. Vous aviez compris qu'il n'était pas libre ? Il me l'a dit tout de suite. Et il vous l'a dit comment ? C'est en se présentant, oui, parce que tout le monde connaissait sa situation et du coup, j'ai compris toute seule aussi qu'il était marié avant qu'il me le dise aussi. Marié avec des enfants ? Oui. Donc vous saviez tout ça ? Tout à fait. Et pourtant, au fil du temps, une complicité est née entre vous et vous êtes devenus de plus en plus proches ? Oui, on était ensemble du matin au soir, au travail, les ouvertures, les fermetures. Donc oui, effectivement, ça rapproche. Et puis petit à petit, effectivement, oui, je suis tombée amoureuse de lui et une belle relation est née. Donc une relation cachée ? Cachée, effectivement, même si quelquefois des personnes pensaient qu'on était ensemble, la complicité était évidente, mais cachée, oui. Dans votre entourage, les personnes étaient au courant de cette relation ? Oui, toute ma famille, mes amis proches. Vous espériez qu'il prenne une décision et il vous avait fait des promesses ? Concernant sa femme, non, il n'a jamais été question qu'il quitte sa femme pour moi ou tout simplement qu'il la quitte. Vous en souffriez de cette situation ? Oui, j'en souffrais. Maintenant, je m'en accommodais parce que effectivement, c'est toujours mieux que rien. Maintenant, on en souffre énormément. Qu'est-ce qui était difficile à vivre pour vous au quotidien ? De ne pas pouvoir le joindre quand on veut, de ne pas pouvoir se voir, d'être un peu considéré, un peu beaucoup même, d'être considéré comme j'allais dire, la cinquième roue du carrosse, d'être vachement proche à un moment donné et d'une minute à l'autre de n'être plus rien du tout. Vous sentiez qu'il était amoureux de vous ? Qu'il tenait à vous ? Oui. Il vous le disait ? Oui. Et puis 4 mois après le début de votre histoire, vous êtes tombée enceinte. Oui. Vous le souhaitiez ? Je le souhaitais. Vous en parliez avec lui ? C'est une idée qui lui plaisait à beaucoup. Il me disait qu'il allait être le plus heureux et que ça serait compliqué effectivement, mais que ça lui plairait énormément. Quelle a été votre première réaction en apprenant votre grossesse ? J'ai été la plus heureuse du monde. Comment le lui avez-vous appris ? Je lui ai téléphoné tout simplement. Quand je l'ai su, il était en voiture et voilà, s'en est suivi un très long silence. Pas un cri de joie ? Non. Donc voilà, on se dit... Et puis après le long silence, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je pense qu'il a un peu paniqué parce que voilà, là, il était en train de rentrer chez lui sur la route et
Et il m'a dit clairement que ma décision serait la sienne, bon, même si j'en avais pas à prendre, et que il était le plus heureux, que ça allait être compliqué, mais que ça lui plairait beaucoup. Voilà. À partir de ce moment-là, est-ce que vous êtes devenus encore plus complices, encore plus proches? Est-ce que vous avez vécu ensemble un bonheur d'attendre cet enfant? On peut pas dire. On peut pas dire ça. Il a pas changé de comportement par rapport à moi, mais on peut pas dire que ça nous ait rapprochés. Il semblait encore amoureux de vous? Oui, oui, oui. Enfin, c'est mon ressenti. Maintenant, il insistait beaucoup sur le fait qu'il allait pas pouvoir être présent comme moi je le souhaiterais. Il pourrait pas me donner ce que moi je voulais, que Vous ça allait vouliez être quoi, très vous? compliqué. Moi, je suis très lucide sur la chose, donc je souhaitais qu'il reconnaisse cet enfant, qu'il s'en occupe et qu'il aime tout simplement, Tout en étant marié tout en et étant en ne marié. vivant pas avec vous, c'est ce que vous auriez souhaité. Effectivement, oui, je pense que ça aurait pu être possible. Il a été très proche pendant votre grossesse? Justement, c'est à ce moment-là que déjà physiquement on s'est éloignés, car voilà, on ne travaillait plus ensemble, donc voilà, ça a commencé à être un peu plus difficile pour se voir. Donc voilà, il y a un moment donné où nos chemins physiquement se sont séparés. Mais il continuait à venir vous voir chez vous? Il venait me voir de temps en temps, des heures tardives, donc voilà, la petite, il ne pouvait pas la voir. Il prenait de nos nouvelles, il m'appelait. Maintenant, il a vu qu'une seule fois. Est-ce qu'il était présent au moment de l'accouchement? Non. J'aurais voulu, mais non. Je pense qu'il a eu peur. Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de nouvelles de lui? ça fait quelques mois. Aucune nouvelle? Non. Aucune. Alors déjà que je ne pouvais pas le joindre. Avant, les coups de fil ont diminué, les visites se sont arrêtées. Voilà, silence radio. Quand je lui ai dit que je parlerais de lui à ma fille et la sienne aussi, je pense qu'il a eu peur et c'est à partir de ce moment-là qu'il a arrêté tout contact. Comment vous vivez ce silence? On essaye de se persuader qu'on le vit bien. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix et qu'on se dit, ben oui, il faut continuer à avancer, et puis pour elle, et puis pour nous. Voilà. Il vous manque? Oui. Pourquoi vous êtes là en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaiterais déjà faire passer un message aux filles, aux femmes qui sont dans mon cas, qui doutent, qui ont peur, qui se demandent ce qu'elles doivent faire tout simplement, ou qui ont peur de l'avenir. Je leur dirais tout simplement d'écouter leur cœur et de ne pas penser aux choses négatives. Alors c'est vrai qu'il y a des moments négatifs. C'est-à-dire que vous ne regrettez pas Non. le choix que vous avez fait? Aucunement. Et quelles sont les questions que vous vous posez? Je referai la même chose. Et c'est un enfant de l'amour. Je pense, ma plus belle histoire d'amour. Maintenant, il y a des doutes, des peurs. Comment on va parler de ce père à cet enfant? Comment on va aborder le sujet? On a peur qu'elle soit rejetée par les autres, qu'elle se sente rejetée par ce père qui n'a pas voulu s'en occuper. Et voilà, ce n'est pas évident de trouver sa place parmi les familles classiques. Vous lui en avez parlé déjà à votre petite? Ou vous venez ici avant de lui en parler pour Non, savoir je viens comment lui en ici parler? vraiment dans une démarche avant de lui en parler, que les choses soient bien claires dans ma tête, même si moi, depuis le début, j'ai décidé que je ne cacherai absolument rien à ma fille et que je lui dirai
toute la vérité, son histoire. Une jeune femme déterminée, Frédéric. Elle est certainement pouvoir aider notre invitée à trouver des réponses aux questions qu'elle se pose. Votre analyse de cette situation? Alors, ces situations sont des situations quand même très compliquées à vivre, hein, même si effectivement vous l'assumez pleinement. Et je pense que pour votre fille, c'est très très bien, d'ailleurs, le fait que vous assumiez pleinement votre histoire. Après, je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Parce qu'effectivement, la situation telle qu'elle est, l'amour qui bouscule tout, ça c'est le niveau conscient. Et puis je dirais qu'il y a tout ce qui se joue au niveau inconscient quand on fait ces choix d'aller vers quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc ça c'est parce que ce sont quand même des situations, il faut bien le dire, qui sont douloureuses, anxiogènes, frustrante aussi et parfois inextricable parce qu'on se retrouve dans des situations compliquées, ne serait-ce qu'à expliquer à un enfant. Donc si on le fait, aucun être humain n'accepte de souffrir pour souffrir. Si on le fait, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre histoire ou dans notre construction psychique qui fait qu'on va avoir tendance à reproduire certains comportements, des comportements qui sont douloureux sans en avoir conscience. Mais que là, dans cette histoire, on rejoue quelque chose de notre propre passé, de notre propre vécu. Donc c'est important de faire ce travail sur soi, de comprendre qu'est-ce que je rejoue dans cette histoire, qu'est-ce que j'y trouve, qu'est-ce que j'y cherche et qu'est-ce que ça dit de mon cheminement personnel. Donc ça, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on se retrouve à être amoureuse d'hommes pas disponibles. Il peut y avoir une rivalité pour l'amour des parents. Souvent, je vois des rivalités fraternelles qui fait qu'une personne qui s'est sentie moins aimée de la part de ses parents va avoir tendance toujours à se mettre en position de numéro 2. Il peut y avoir aussi une carence de l'amour parental, que ce soit l'amour de la mère comme du père. Hein. C'est pas seulement une carence de l'amour paternel. Ça peut être aussi un manque d'amour de la mère qui fait qu'à un moment donné, on va se considérer peu aimable à ses propres yeux et on va avoir tendance à avoir du mal à s'imaginer vivre des relations amoureuses épanouies. Il peut y avoir l'histoire aussi du couple parental qui a pu être un couple défaillant, qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des histoires aussi d'infidélité dans le couple parental ou que le père a laissé la mère pour une autre femme. Tout ça, c'est important de le décoder pour guérir ces blessures-là et se dire, voilà, je peux m'autoriser, moi, aujourd'hui, à vivre une histoire qui ne serait pas agie par mon passé. Alors, ça fait pas mal de pistes, ça. Vous avez l'air, ça a l'air de vous parler. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous parle? C'est vrai que on se penche sur ces histoires, on se dit c'est pas des schémas classiques et quelque part ça se répète ou pas. Ça vous replonge dans votre enfance, dans votre passé, dans une situation que vous auriez vécue? Peut-être inconsciemment. Je pense que, voilà, même si les réponses, vous ne les avez pas là par aujourd'hui. rapport à une histoire dont on n'est pas au courant ou peut-être un... Absolument. Ça peut révéler aussi. Jumelle. Est-ce que ça peut avoir un lien avec? Elle a une sœur jumelle qui est présente sur notre plateau, qui est juste derrière vous, Frédéric. Oui. Est-ce que ça peut avoir un lien, justement? Ça peut. Ça peut. Donc ça, c'est important d'aller creuser dans sa propre histoire pour comprendre. En et quoi surtout, ça peut avoir un lien? Ça peut avoir un lien. Moi, j'ai eu le cas de figure effectivement, de jumelles, dont une était malade, qui a par exemple plus... l'attention des parents était plus portée sur elle, ce qui fait que l'autre jumelle a pu se sentir délaissée. Et il y a eu vraiment une différence dans la manière dont elles se sont construites au niveau de leur vie amoureuse et conjugale. Donc, est-ce que vous auriez pu ressentir quelque chose comme ça? On se serait plus occupé de votre sœur que de vous? Non, je pense pas maintenant. C'est vrai que le fait d'avoir une sœur jumelle, effectivement, les gens ont tendance à faire qu'un. C'est-à-dire, non pas deux personnes ou deux frères et sœurs distinctes, mais les jumelles, toi ou ta sœur, c'est pareil. Donc c'est vrai que ce genre de phrase, peut-être, au fil du temps, mais bout à bout, je pense que... Oui, et puis même si on vous associe il y a une barrière à une seule personne, vous êtes quand même deux, et du coup, vous vous retrouvez toujours dans ce scénario à trois, où il y a toujours une tierce personne qui est présente. Et elle s'est mise dans ce genre de situation, votre sœur jumelle? Je ne sais pas si elle veut parler de sa vie privée.
Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Virginie. Virginie. Ça vous parle, l'explication de Frédéric? Oui, bien sûr. Je pense que à toute situation, il y a toujours les origines quelque part à aller chercher dans notre inconscient ou dans notre histoire propre. Dans votre histoire, oui. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, à votre sœur aujourd'hui? Surtout de trouver des réponses à ces questions pour pouvoir en apporter à sa fille et avancer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez de beaux yeux, en tout cas, dans la famille. C'est une question que vous vous posez, ça, de le revoir ou pas? Par rapport à ma fille, oui. Qui réapparaisse pour sa fille, oui. Christina, bonjour Christina. Alors Christina, vous avez écouté attentivement le témoignage de Stéphanie. Quel point commun avez-vous avec votre voisine? Je dirais le fait de l'enfant avant tout. C'est quelque chose qui m'a frappée dans ce qu'elle a dit. Le fait de cet amour qu'on a pour l'enfant, qu'on a dans des conditions un peu spéciales. C'est quelque chose que je trouve qui ressort dans nos histoires. Ce sont le fait de... les enfants sont là et puis c'est eux qui deviennent un peu notre... La priorité. Voilà, la priorité, oui. Alors c'est lors d'une soirée entre amis que vous avez rencontré l'homme dont vous allez nous parler. Quoi, un coup de foudre? Ah oui, littéralement. Le premier mot échangé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment un éclair, comme je sais vraiment pas comment l'expliquer. C'est un sentiment que j'avais jamais éprouvé. Enfin, en même temps, j'étais toute jeune. Comment vous le décririez? Vous l'avez ressenti physiquement? Physiquement, oui, ça a été, allez, on peut dire grillé sur place. Grillé sur place. Ah, C'était grillé, voilà. vous grillez, C'était des cheveux aux orteils. C'était vraiment un sentiment, je sais pas. Quand je l'ai vu et qu'on a commencé un petit peu à échanger, il était une évidence. Dans quelle situation personnelle se trouvait-il? Alors, précisément, je ne saurais pas dire parce qu'il était très vague par rapport à sa situation. Et au début, c'était vraiment un échange, une complicité, mais pas une seule seconde. J'ai pensé à lui demander, est-ce que tu es avec quelqu'un? Donc l'attirance a débouché sur une relation plus concrète assez rapidement? Oui. Oui, enfin, au début, c'est là que j'ai appris justement qu'il y avait une compagne. Quand? C'est quand il m'a dit donc, que son ex-femme devait absolument revenir chez lui à la maison parce qu'elle se trouvait dans une situation délicate. Et donc, elle est revenue... Mais il parlait d'elle comme de son ex-femme? Oui, comme quelqu'un d'absolument... Allez, personne invivable. Donc, mais qu'il devait aider au vu des enfants qu'il avait avec elle. Mais en vous disant qu'il n'avait plus de relation avec elle. C'était Oui. juste assumer ses responsabilités. Voilà, c'est ça, et ne pas la laisser dans une situation précaire. Donc il vous disait quand même qu'il était libre, Oui, a priori, sentimentalement. sentimentalement libre, oui. Vous avez fait des projets ensemble? Dans les premiers temps, ça s'est fait assez rapidement dans le sens où dès l'instant où on a choisi d'être ensemble, ça a été très très vite. On a pris un appartement ensemble. Enfin, il y avait comme tout ça et donc il a laissé donc l'appartement qu'il avait, voilà. Et vous viviez ensemble dans cet appartement? Oui, dans l'appartement qu'on a pris en commun, oui. Mais il s'occupait quand même de sa femme et de ses enfants? Oui, enfin, au début pas. Il était tout le temps, on était vraiment très très fusionnels. Et par après, bon, il y a eu le manque de ses enfants qui s'est marqué. Et il m'a dit, donc je lui ai dit, bah, vas-y, occupe-toi de tes enfants. Je peux comprendre ce manque, ce qui est normal. N'ayant pas eu de papa moi-même, bah, je me suis dit, je peux pas pour une histoire d'amour priver des enfants de leur papa. Donc voilà, donc il s'en occupait. Il y allait de manière assez régulière. Tout en revenant chez vous? Oui. Ça provoquait des disputes entre vous? Non, de mon côté, non. De mon côté, c'était clair. Il devait être là pour ses enfants. C'était pour moi, c'était une des raisons pour lesquelles je l'aimais. C'est que c'était un bon père. Et puis, vous êtes tombée enceinte. Oui. Vous en aviez parlé de ce projet d'enfant tous les deux? Oui, parce que il m'était arrivé. Enfin, j'étais déjà tombée enceinte tout au début de notre relation. Et d'un commun accord, on n'a pas. Enfin, je ne l'ai pas gardé parce que c'était beaucoup trop tôt. Et bon, j'étais très jeune. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que. Et vous en avez souffert? Quand même, oui. Donc j'ai eu un sentiment de culpabilité énorme qui est resté. Et donc la fois où je suis retombée enceinte, il était pour moi hors de question
de repasser par cette épreuve-là. Comment a-t-il réagi quand vous lui avez annoncé que vous étiez enceinte? Et bien, et à la fois, on va dire que la situation était très complexe à ce moment-là, parce que pour remettre les choses dans l'ordre, son ex-femme était également enceinte. Vous l'avez su tout de suite? Vous Vous le saviez au moment où vous êtes tombée enceinte? Disons qu'en fait, si vous voulez, donc, au moment où nous étions ensemble, son ancienne compagne, donc, qui était en fait sa compagne, envoie un message en expliquant comme quoi donc, elle est enceinte. Et moi, première réaction de nouveau, c'est retourne, il y a un enfant en jeu. Je ne serai pas celle qui priverait un enfant de son papa, et encore moins un nourrisson, ni un bébé, ni un jeune enfant qui a besoin de ce repère-là. Mais à ce moment-là, vous saviez que vous étiez Non. enceinte, vous? D'accord. Non, c'est surprise, 2 semaines après, je me dis... Alors attendez, juste Ouais. quand vous avez appris que son ex-femme, comme vous dites, était enceinte, vous avez aussi appris qu'il continuait à avoir des relations avec elle. Oui. Donc ça a dû vous faire un choc quand même. Oui, mais à la fois, je m'en doutais dans le sens où nous avions été juste avant séparés. Donc on s'était séparés suite à une dispute et je savais que lors de nos disputes, il avait tendance à retourner vers le schéma réconfortant qu'était son ancien foyer. Donc voilà, je m'en doutais un petit peu, j'acceptais cette situation-là. Vous l'acceptez, mais vous Oui. étiez jalouse, j'imagine quand même, non? Jalouse, bien sûr que j'étais jalouse. Vous deviez en souffrir. J'en souffrais, oui. Il y a des moments où j'étais toute seule parce qu'il était parti, parce qu'il n'était pas content pour x, y chose. Et j'étais jalouse parce que je savais où il était, je savais Et ça durait longtemps, les ruptures? une moyenne de 2 mois. Et puis on se remettait ensemble et puis ça a été comme ça, un aller-retour incessant. Dans longtemps? 4 ans, Jusqu'au moment donc où où je tombe enceinte. donc une quinzaine de jours après avoir appris que sa femme était enceinte. Voilà. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais si, c'était possible. Donc voilà, donc je le préviens. Sa première réaction, ça a été saisie quand même, hein, je peux comprendre. Et en conclusion, il a dit, ça va être compliqué, mais voilà, je suis content quand même. Et il m'a pris dans les bras, donc voilà, j'étais aussi très très heureuse. Donc, voilà. Je voulais un enfant. Je ne sais pas l'expliquer, j'avais un besoin d'un enfant. Et donc j'étais très heureuse quand je suis tombée enceinte. Beaucoup de souffrance dans cette histoire. Frédéric. Oui, et puis ce qui me touche beaucoup, c'est justement la place de l'enfant dans votre histoire. C'est ça qui est central. Ouais. Et ça me renvoie à l'enfant que vous étiez vous, Christina. Parce que vous l'avez dit, cette histoire, c'est pas anodin que vous rejouiez ça. Il y a quelque chose que vous reproduisez. Par rapport à cette souffrance de l'enfant que vous étiez. Vous avez dit que vous avez grandi sans père. On peut se dire pourquoi. Pourquoi ce père était absent? Est-ce qu'il a quitté votre maman? Est-ce qu'il était défaillant? Voilà. Il est décédé, donc, quand j'avais l'âge que mon fils a aujourd'hui. Ouais. Donc ce manque, il est constitutif en fait de votre histoire, parce que c'est ça qui fait que vous allez chercher, peut-être dans le regard d'un homme plus âgé, une Ça, j'en forme suis consciente, ouais, je le sais bien. d'existence, Ouais. de reconnaissance, mais Bien que sûr. du coup, la femme que vous êtes, elle se met un peu de côté. Ouais. Parce que vous ne vous autorisez pas à dire, oui, moi je peux aussi avoir une relation pleine et entière avec un homme, où je serai numéro 1. Ouais, mais j'ai essayé. Il n'y a pas tout cet amour et cette passion que j'ai pu vivre avec un homme qui était marié. Cet amour-là, je ne l'ai jamais retrouvé avec quelqu'un dans une relation dite classique. Donc, et j'avais un manque à choisir. Et quels sont pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous posez quel genre de questions? Les questions, c'est pas vraiment ça, parce que c'est plus l'envie de montrer l'autre face que peut avoir la maîtresse entre guillemets d'un homme marié, parce que c'est pas que ça. Les gens ont un regard tellement péjoratif là-dessus qu'ils ne se rendent pas toujours compte que c'est souvent des très belles histoires d'amour et que
voilà, je voulais montrer une... Mais est-ce que vous avez conscience que ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est une relation, comme vous dites, classique? C'est qu'en fait, vous avez besoin de la difficulté de la relation pour aimer intensément. Donc il y a quelque chose, justement, qui... C'est pas ça l'amour, en fait. Ouais. Et c'est ça peut-être qu'il faudrait peut-être s'interroger là-dessus. Ça, c'est de travailler sur cette fausse croyance en fait liée à l'amour, que l'amour ça fait forcément souffrir, que c'est forcément compliqué, que c'est forcément difficile. Mais ça, c'est directement lié à votre histoire de vie et à votre manque. Oui, sans doute. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience pour s'autoriser à vivre une relation pleinement heureuse aussi avec un homme disponible. Ouais. Laurine. Bonjour Laurine. Comme Stéphanie et Christina, vous la connaissez bien, cette place de numéro 2, puisque cela fait plus de 10 ans que vous l'occupez. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez décidé de témoigner de manière anonyme aujourd'hui. C'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins il y a quelques jours. Pourquoi c'était si important d'être là aujourd'hui? Parce que j'aimerais avoir un déclic en fait. Un déclic, pourquoi? Parce qu'on se voit toujours et c'est plus vivable quoi. Vous aimeriez vous éloigner de lui? Oui. Vous l'aimez cet homme-là encore? Oui. Ouais. Donc vous ne savez pas lui dire non quand il veut vous voir? Voilà, c'est ça. Vous avez du mal à prendre la décision de le quitter? Parce qu'il est comme une drogue en fait, j'en ai besoin de temps en temps, j'ai besoin de le voir. Alors Frédéric? Donc, comme une drogue, pour se sevrer, il faut arrêter le produit. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, mais ça c'est facile à dire, Frédéric. Oui, mais il faut le dire quand même. Alors, Même est-ce si que, c'est pour arrêter le produit, il faut prendre un substitut, quelque Il faut chose? surtout arrêter la relation. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, vous voyez, elle se transforme en haine. Il peut y avoir des choses qui se jouent qui sont de plus en plus destructrices. Mais vous continuez dans ce lien qui reste un lien, aussi toxique soit-il, ça reste un lien. Donc, pour sortir de ça, il n'y a pas d'autre moyen que de couper la relation et de ne plus avoir de contact avec cet homme, sauf effectivement pour voir votre fils, mais de se poser les bonnes questions aussi. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour ma vie? Est-ce que je me respecte là-dedans? Je ne suis pas sûre que vous vous respectiez. Et puis, rester dans cette relation, il faut que vous soyez consciente que, vu comment la tournure que ça prend, ça entretient une dévalorisation de vous-même. C'est ça. Donc, si vous restez là-dedans, petit à petit, vous allez de plus en plus perdre confiance en vous, donc ça ne peut être que destructeur. Ah, mais j'ai plus du tout confiance en moi. Bah oui, c'est pas étonnant. Il m'a tellement dévalorisée que... Donc c'est un lien qui vous fait du mal. Donc c'est aussi important de comprendre, comme on en a parlé avec Stéphanie et Christina, de comprendre pourquoi vous êtes restés dans ce lien. Qu'est-ce que ça dit de votre histoire? On n'en a pas beaucoup parlé de votre histoire personnelle, mais de faire ce travail, là, vous, de comprendre que ce n'est pas un hasard si vous êtes dans ce lien, pour vous en libérer. Nous allons faire une courte pause avant de découvrir la suite des témoignages de nos invités. À tout de suite. À 42 ans, j'étais enfin enceinte. Ça allait être forcément une belle histoire. J'ai eu des insomnies, j'ai mal. C'est même pas de la bave, c'est de la bouche qui se remplit d'eau, quoi. Ça va pas, je pleure. C'était un calvaire. Le seul moment où je ne vomissais pas, c'est quand je dormais. J'ai vomi un jour sur les pieds de mon mari parce qu'il avait... Bah ouais. Les fuites urinaires. Faut pas que trop que je rigole. Sinon ça va pas aller. Il m'a donné une petite crème hémorroïdaire en me précisant que je pouvais prendre des glaçons. Et alors? C'est un grand moment de solitude. Devenir mère, être enceinte, être en train d'enfanter, c'est pas que facile. Et l'image d'Épinal qui veut que c'est juste glamour, on en a un peu soupé, quoi. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous vous apprêtez à vivre un moment clé de votre vie et vous avez besoin de conseils pour mieux vivre cette étape. Vous avez la sensation d'être dans une impasse et vous voudriez consulter nos experts pour pouvoir régler vos problèmes et avancer dans votre vie. Votre couple est en danger et vous ne savez plus quoi faire pour débloquer la situation. Vous êtes en froid avec l'un de vos proches et vous aimeriez lui lancer un appel depuis notre plateau afin de vous réconcilier. Vous venez de découvrir un secret de famille et vous ne savez pas comment réagir.
Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les femmes que nous recevons aujourd'hui ont eu un enfant avec un homme marié et pendant la préparation de notre émission, de ce thème vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de Séverine, l'une de nos téléspectatrices qui nous a laissé le message suivant sur Facebook. Stéphanie, Christina et Laurine, on va lire ce message ensemble et vous allez nous dire comment vous réagissez. Alors, le message de Séverine, faire un enfant avec un homme marié, ce n'est pas offrir à son enfant un papa et une maman. Si toutes ces femmes immorales n'existaient pas, il y aurait moins d'épouses et d'enfants malheureux. Je ne sais pas si vous êtes confrontés à ce genre de réflexion. Alors, déjà, pour commencer, je ne suis pas confrontée à ce genre de réflexion. Vous serez sur le chat, vous, cet après-midi. Peut-être y serez-vous confrontés? Oui, ça ne me dérange absolument pas, car mon histoire est mon histoire. Et évidemment, quand on ne la vit pas, on ne peut pas se mettre à la place des... Je peux très bien comprendre... Puisse réagir comme ça? Exactement. Mais est-ce que vous vous considérez comme immoral? Pas du tout. Après, chacun ses définitions. Maintenant, moi-même ayant... ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon père et pourtant on a eu une enfance tout à fait dans les rangs et puis c'est pas pour ça qu'on est plus heureux ou moins heureux. Le principal c'est de recevoir de l'amour et c'est le cas. Donc quand même Frédéric disait que vous reproduisiez peut-être un schéma que vous avez connu si vous n'avez pas vu votre père depuis très longtemps. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais peut-être ça me dérange pas. Je sais pas, j'ai peut-être, oui, effectivement, pas un problème, mais une histoire à éclaircir peut-être à ce niveau-là. Que peut-être vous avez rationalisé, vous avez imaginé que ça ne vous manquait pas tant que ça, et peut-être le manque est plus, la blessure est plus importante que vous ne l'imaginez. C'est peut-être ça que ça vient vous dire. Oui, exactement. Immoral. Christina, vous réagissez comment au message de Séverine? Je dois avouer que j'aime pas trop ce que je lis, parce que ça me choque les termes utilisés. Je me considère pas comme quelqu'un d'immoral. Mais bon, c'est naturel, le jugement il peut être négatif comme positif. Maintenant, j'ai plus souvent vu des épouses malheureuses avec leur mari, plutôt que des femmes séparées et de leur mari qui étaient bien plus heureuses. Frédéric, j'imagine que c'est une réaction au message de Stéphanie assez courante. Oui, malheureusement, on a tendance dans ces situations-là à stigmatiser plus la femme en position de maîtresse que l'homme qui aussi est partie prenante dans cette infidélité. En plus, dans l'inconscient collectif, on les voit plus comme les voleuses de mari ou même immorales et on valorise plus le fait qu'un homme et deux femmes, ça pose pas tellement de problèmes finalement. Et c'est une forme de sexisme encore qui perdure. Et malheureusement, il est entretenu aussi par certaines femmes. C'est-à-dire que moi, je vois souvent en thérapie de couple des gens qui consultent pour infidélité et les femmes qui ont tendance plus effectivement à excuser leur conjoint, évitent de remettre en question trop la situation de couple et stigmatisent largement la maîtresse. Donc ce n'est pas juste. Ce n'est pas retranscrire la réalité que l'on entend là aujourd'hui, que ce sont de véritables histoires d'amour, que ces femmes souffrent aussi. Ce n'est pas une situation confortable d'être dans l'ombre et d'être dans le secret, dans le mensonge, dans la frustration, dans l'attente. Tout ça, c'est simplificateur. Et je pense qu'il faut sortir de ces schémas réducteurs. Il y a de la souffrance partout. Alors Stéphanie, vous êtes tombée follement amoureuse d'un homme en couple avec une autre. Oui. Et à l'annonce de votre grossesse, il a eu tendance à prendre ses distances. Vous avez vécu les 9 mois de votre grossesse sans lui. Oui, on peut dire ça, oui. Vous n'êtes pas venu à la maternité? Non. Alors, par contre, il prenait des nouvelles par téléphone, toutes les photos d'échographie, chaque rendez-vous.
Non, par contre, à l'accouchement, il n'a pas été présent, ni après. À quel moment il a vu sa fille? Il l'a vue, elle avait 3 semaines. Chez vous? À la maison, il est venu. Comment a-t-il réagi? J'ai envie de dire, il a réagi presque comme un père aimant. Quoi, presque? Mais presque parce que, bon, il n'en est pas un aujourd'hui. Ça n'a pas continué. Donc, bon, même si je pense... C'est-à-dire que par la suite, il n'est pas venu la voir régulièrement? Non, plus du tout. Donc c'est vrai qu'il l'a prise dans ses bras, il l'a embrassée. Je pense qu'il devait être très, très heureux. Il a vu une fois? Oui. Bon, il voit des photos, enfin avant, il voyait des photos régulièrement, mais non, il l'a vu qu'une seule fois physiquement. Et bon, je pense qu'il doit quand même penser très souvent à nous, voire même tous les jours, mais bon. Est-ce qu'il a fini par vous faire un aveu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Concernant la relation qu'il a avec son épouse? Ah, par rapport au... Oui, c'est son épouse qui a soupçonné d'avoir une double vie. Oui, il est arrivé... Enfin non, il n'est même pas arrivé, il me l'a dit au téléphone, comme d'habitude. Voilà, il m'a dit, ma femme soupçonne que je mène une double vie, donc on ne peut plus se voir. Et donc il a tout fait pour la rassurer? Donc ça a dû le rapprocher d'elle finalement, cette oui, histoire. quelque part, je lui ai demandé si ça l'avait rapproché de sa femme, quelque part, cette histoire-là. Et il m'a dit oui, je pense peut-être que oui. Donc oui, je connaissais déjà la réponse, mais bon, voilà, j'aurais préféré qu'il réponde autre chose, mais bon. Alors, vous n'avez aujourd'hui plus de nouvelles de cet homme et c'est donc seul que vous tentez de construire votre vie avec votre petite fille. Vous avez accepté de nous ouvrir les portes de votre quotidien. Reviendra-t-il un jour? C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À Bastia, en Corse. Coucou ma poupou. Comme tous les matins, Stéphanie, jeune mère célibataire de 33 ans, s'occupe seule de sa fille Julia, 17 mois. Voilà. C'est bien, bravo Julia. Un quotidien pesant pour la jeune femme. D'être seule, c'est ça le plus difficile en fait. C'est vrai que je n'avais pas imaginé ce genre de vie pour moi et pour elle. Maintenant, je m'en occupe comme je peux. Tiens, la puce, qu'est-ce qu'il y a bien? Le plus dur, c'est de se dire qu'elle a que nous sur qui compter. On baisse pas les bras, on se motive quand on voit ce petit bout de chou magnifique. Stéphanie tente de rester positive, même si elle reste sans nouvelles du père de sa fille, depuis qu'elle lui a annoncé sa grossesse. Ça va mon chéri? Va mamie? Une absence que sa mère Dominique ne comprend toujours pas. Si papa il savait ce qu'il rate avec une si jolie poupée comme ça, moi ça me rendrait malade. Hein. Franchement, si j'étais lui, il faut voir qu'on a un enfant et puis que... Mais il le sait, il le sait. Non, mais je pense qu'il pense souvent à nous, qu'il en est conscient. Sa mère est l'une des seules personnes sur qui elle peut compter au quotidien. Elle a d'ailleurs été sa confidente dès le début. C'est vrai qu'elle m'a toujours dit qu'elle savait très bien qu'il était marié, qu'elle ne lui demandait pas de toute façon de sacrifice particulier par rapport à sa vie, mais je pense que quand même, si un homme il trompe sa femme comme il l'a fait là, c'est que, bon, dans son couple... Un couple que Stéphanie fait tout pour ne jamais croiser, en évitant les endroits où il pourrait se trouver. J'ai pas envie de porter atteinte à sa vie et du coup je me mets en retrait. Alors c'est vrai que ça porte atteinte du coup à la tienne, à mon bonheur et on est toujours un jour ou l'autre confronté au regard des autres et au jugement des autres.
Tu as fait un enfant avec un homme, certes, qui n'est pas libre, mais si problème il y a, c'est lui qui en a un, c'est pas toi, je veux dire. J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal parce que j'ai écouté mon cœur, j'ai vécu tout simplement. Aujourd'hui, le seul souhait de Stéphanie, c'est de rendre sa fille heureuse. On va chercher les coquillages, mon bébé. On s'assoit. Même si la vie qu'elles mènent toutes les deux n'est pas celle qu'elle avait imaginée. Ce qui est le plus difficile, c'est de se dire qu'effectivement, on ne peut pas vivre cette histoire comme on l'aurait voulu, comme une famille, alors que à la base, c'est vrai, on vivait une histoire d'amour et qu'on avait plein de rêves. Et aujourd'hui, on en a, mais ça en est d'autres. J'espère trouver l'amour. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre ou lui, peut-être, qui sait. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre ou lui, vous dites. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre ou lui, ça veut dire que vous n'excluez pas qu'il revienne? Non, bien sûr. Mais vous le souhaitez. On a l'impression en fait que vous avez une espèce de carapace. Vous êtes en apparence très calme, mais pourtant les larmes sont là. Oui, c'est l'apparence ou parce que je me dis, j'essaye de me convaincre. Ouais. Mais au fond de vous, en fait, vous êtes toujours amoureuse de lui. Non, c'est pas réglé. C'est vrai que c'est pas pareil qu'avant, mais quelque part, oui, j'en veux toujours et je pense que c'est pas réglé. Maintenant, moi, j'essaye de m'en convaincre pour avancer parce que pour l'instant. De vous convaincre de quoi? Qu'il ne reviendra pas et que c'est terminé. Au fond de vous, vous l'espérez quand même? Même si je suis très en colère, oui, c'est pas exclu qu'un jour... Voilà. Mais ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un homme dans l'environnement de votre petite fille? Des amis? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs? Oui, notamment... Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric? Alors, par rapport à votre fille, je pense que c'est important de lui raconter votre histoire d'amour, lui expliquer qu'effectivement la situation était compliquée parce que l'homme dont vous êtes tombée amoureuse n'était pas disponible et que du coup ça donne cette situation où vous vous retrouvez seule avec elle aujourd'hui. C'est important qu'elle le sache pour qu'elle ne se responsabilise pas du fait que son père ne soit pas là, parce que c'est le danger. Si vous voulez, les enfants... Mais comment elle ne se sentirait pas responsable alors que son père est parti parce qu'elle était là, justement? Non, son père n'est pas parti parce qu'elle était là. Son père est parti parce qu'il ne voulait pas de cette situation. C'est à cause de la situation. Ce n'est pas à cause d'elle en tant que personne. Ce n'est pas ce qu'elle est qui a fait que cet homme est parti. Ouais. C'est le fait que vous ayez pris la décision de garder cet enfant ailleurs et qu'il puisse pas s'en occuper comme un c'est ça. C'est pas ce qu'est l'enfant en lui-même qui fait qu'il est parti. C'est là où il faut vraiment faire la nuance pour dire c'est la situation qui a fait qu'effectivement vivre cette vie de famille n'est pas possible puisque cet homme avait déjà une famille. Donc ça c'est important qu'elle le sache effectivement pour qu'elle ne se dise pas c'est moi qui ne suis pas suffisamment aimable et qui ai fait que mon père ne reste pas. Oui, c'est important. Ça c'est vraiment important. Alors, on l'a vu dans le reportage, Stéphanie, c'est grâce à votre maman et aux personnes qui vous sont chères que vous essayez aujourd'hui de vous tourner vers l'avenir. L'une d'entre elles a tenu à vous laisser un petit message. Regardez. Salut ma sœur, juste cette petite vidéo pour te dire à quel point je t'aime, à quel point je suis fière de toi que tu sois là aujourd'hui pour témoigner de ton histoire et de la naissance de Julia. Alors je sais que le contexte il est très inconfortable pour toi, que tu as eu des moments durs, mais dis-toi que c'est pas parce que cette petite fille elle est née sans père qu'elle est née sans famille. Et ce message il est là aussi pour ça, pour te rappeler que tu peux compter sur ta famille, qu'on est là pour vous, qu'on est là pour toi, qu'on t'aime, qu'on vous aime et que on sera toujours là tous ensemble. Je t'aime. C'est une sœur aînée? C'est notre petite sœur. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ce témoignage? C'est important pour moi de rectifier le fait que votre fille n'est pas née sans père. Elle a un père biologique qui n'est pas là parce qu'effectivement les conditions ont fait qu'il ne peut pas être là avec vous. Mais elle a un père biologique
Voilà. Et Il est pas peut-être présent, mais il en a. un jour, elle aura un père de cœur, un homme que vous rencontrerez, avec lequel vous vivrez et qui pourra lui apporter cet étayage affectif que son père biologique ne peut pas lui apporter pour l'instant. Tout à fait. Est-ce que vous vous sentez prête à rencontrer un autre homme? Oui. J'ai vraiment envie de refaire ma vie, d'être à nouveau amoureuse, d'être à nouveau heureuse, pour que ma fille ait une maman épanouie et heureuse dans sa vie. Mais oui, je me sens vraiment présente oui, à rencontrer quelqu'un et que ça marche vraiment. Quel profil il faudrait qu'il ait? Si c'est un homme marié, qu'est-ce que vous ferez? Non. Aurais-je le choix? Mais non, je n'ai pas envie de recommencer dans ce schéma-là. Maintenant, oui, avoir un papa protecteur, aimant et qui soit là pour nous et pour ce qu'on est, tout simplement. Libre. Alors Christina, vous êtes tombée enceinte 2 semaines après la femme de votre amant. Et vous avez fait le choix de garder cet enfant parce que vous aviez déjà dû vous séparer du premier. Est-ce que votre amant a été présent pendant votre grossesse? Oui. Très présent? Il a dû se diviser en 2 et en sachant que son épouse avait quelques problèmes de santé liés à sa grossesse, il a été plus présent là-bas. Elle était au courant de votre grossesse? Elle l'a été après, oui. Après avoir accouché? Non, après, enfin, pas dans les premiers temps de la grossesse, quoi. Après. Donc voilà, mais il a été présent, il a été là pour certaines étapes, on va dire, critiques. Maintenant, pour d'autres choses, il a été un peu moins. Donc, est-ce qu'il était présent le jour de votre accouchement? Oui. Vous en gardez quel souvenir? Ouf, j'en garde un mauvais souvenir de mon accouchement parce que, ayant en fait une grossesse où je la vivais pas pleinement parce qu'on ne pouvait pas le dire à telle personne ou parce que je m'étais moi-même exclue en fait de mon cercle familial durant ma grossesse. Je n'ai pas essayé de voir des gens ou quoi. Je faisais ma bulle pour éviter qu'on me pète ma bulle et qu'on me sorte et qu'on me remette dans la réalité. Donc j'ai préféré faire ma bulle, mais au point qu'au jour de l'accouchement, mon psychique, il semblerait, est complètement tout bloqué. Donc j'ai aucun travail qui s'est mis en route, j'ai rien. Donc j'ai perdu les os pour une raison inconnue. Et il n'y a rien qui s'est mis en route. Et après 30 heures, j'ai atterri en césarienne d'urgence. Donc, parce que d'après le médecin, le corps y était, mais pas la tête. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? C'est tout à fait plausible et probable qu'effectivement, au moment de l'accouchement, là, vous êtes obligé de sortir de votre bulle et d'être dans la réalité que vous allez accoucher sans lui et seul. Et que peut-être il était là. Il était là? Oui. Parce que ça peut aussi complètement bloquer le travail de se dire, voilà, j'atterris dans la réalité, je suis dans une situation qui n'est pas la situation que je voudrais vraiment et que du coup, le corps bloque complètement. Mais elle avait accouché avant. Et je ne l'ai quasiment pas vue, en fait, entre le moment de son accouchement, elle, et le mien. Je l'ai vu très peu parce qu'il était fort présent de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, ça devait être difficile pour vous de voir l'attention qu'il a portée à la grossesse de sa femme, qui n'a pas forcément porté à votre égard. C'est-à-dire que c'est une situation quand même... Oui. Il y avait une rivalité qui a fini par se mettre et dont il était aussi acteur, peut-être sans le savoir. Parce que c'était, tiens, elle fait comme ça, et toi tu fais comme ça, donc toi tu fais pas bien. Parce qu'elle, ça fait 15 ans que je la connais, et que donc du coup, elle fait bien, mais toi tu fais mal. Donc c'était un peu compliqué, on va dire, à la fin. Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a vu votre enfant pour la première fois? Un sentiment de recul, parce qu'il s'attendait déjà que ça soit un accouchement naturel, parce que c'était son espérance en fait. Parce qu'ayant déjà vécu les césariennes, mais il voulait voir quelque chose de naturel. Et là, c'était pas ça. Puis précédemment, il avait eu que des enfants tout petits. Donc il a eu cet instinct de protection avec ses autres enfants qu'il n'a pas avec le mien, qui était un petit guerrier dès la sortie, un gros poids, une grande taille. Et même moi, j'ai été saisie. Il pesait combien? Il mesurait combien? 3,660 kg et 54 cm.
grand, mais le poids est... Oui, le poids était bien, mais il était habitué à des bébés de 1,9 kg, 2 kg en couveuse, compagnie. Donc voilà, il était un peu saisi. Et puis je pense que le premier déclic qu'il a eu, il s'est dit, c'est un garçon, il va pouvoir se débrouiller sans moi. Il est parvenu à établir un lien avec son fils? Par après. Un moment difficile. Hein. Vous l'avez follement aimé, cet homme-là? Ouais. C'est ça, c'est le scénario, on est toujours 3 et le danger d'être la numéro 2, c'est de toujours se mettre en échec. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous est arrivé et c'est ce qui est tellement douloureux, c'est de se dire j'ai perdu à un moment donné. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la paix avec votre histoire pour sortir de ce schéma où vous vous mettez en échec à chaque fois. Parce que vous êtes tout le temps en rivalité avec l'autre. Oui. Et c'est douloureux. Donc ça a dû être très douloureux. Vous avez dû y laisser quelques larmes. J'ai laissé quelques plumes. Donc, mais bon. Et c'est vous qui avez pris la décision de le quitter. Combien de temps après? Parce que qu'est-ce que vous avez réalisé? En fait, ce qu'il y a, c'est que cette rivalité était tellement, prenait une telle place que ça a pris une ampleur, les premiers mots, les premières panades, l'âge à laquelle il faisait ses premiers pas. Ça a été un... À chaque fois, c'était de la rivalité? Oui, pour tout. Donc, c'est pas de la rivalité, mais un concours constant de savoir qui faisait mieux, qui avait un meilleur pédiatre. Et il se rendait compte qu'il vous faisait souffrir? Non, je pense pas qu'il s'en rendait compte. Mais vous ne le lui disiez pas? J'essayais parfois, mais il avait tellement de mal, je pense, à gérer la situation de ses 2 enfants à la fois, d'avoir ce sentiment de faire assez pour l'un ou pour l'autre. Vous trouvez des excuses toujours comme ça? Non, parce que je sais que ce qu'il a vécu, c'est pas simple non plus. Je vais pas l'excuser sur tout ce qu'il a fait, mais à la fois, je me demande comment n'importe quelle personne pourrait réagir dans une situation pareille. Parce qu'il aurait pu choisir la facilité et me dire et me laisser tomber. Et me dire, mais t'es que ma maîtresse, tire-toi. Mais il l'a pas fait. Donc je peux pas dire que ce n'est qu'un monstre ou que ce n'est que quelqu'un de mauvais. Parce qu'il aurait pu choisir la facilité et il l'a pas fait. Et pourquoi vous l'avez quitté alors? Je l'ai quitté parce que... C'était trop... Il y a un moment où il y a eu tellement de choses, tellement de souffrances autour de cet amour-là, que ça avait pris le pas justement sur l'amour et que je ne voulais pas montrer cette image-là du couple à mon fils. Donc j'en avais marre d'être en concurrence constante parce que ça me fatiguait. Vous avez quel âge? 24 ans. Parce que c'est une sacrée maturité quand même. Hein. Vous en êtes où aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, vis-à-vis du père de mon fils, les choses sont claires. Nous ne sommes plus ensemble et il est présent comme il peut pour son fils. Ça l'a été tout de suite clair? Non. Ça a mis un Au certain début, temps. voilà, c'est ça. Au début, ça a été compliqué pour lui. Il essayait d'un petit peu le prendre et tout ça. Mais j'ai un petit garçon un peu spécial dans le sens où il est très, 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 très actif et assez colérique. Et ce qui fait qu'il a eu du mal à gérer parce qu'au final, il ne le connaissait pas, cet enfant. Il ne le connaissait pas parce qu'il n'était pas souvent là quand on vivait ensemble la première année de mon fils. Donc quand il a dû s'en occuper lui, les premières fois, il a eu du mal. Je pense qu'il a pris peur. Et ce qui fait qu'il y a eu tout un temps, depuis le temps qu'on est séparés, où j'ai plus de nouvelles, où il n'y a plus de contact entre père et fils. Et que maintenant, ici, ça a repris. Et que ça se passe très bien. Et mon fils est très, très content quand il voit son papa. Et vous en êtes où aujourd'hui? Dans votre vie? Dans ma vie affective, je suis nouveau avec quelqu'un qui est également marié. Donc voilà. Peut-être avez-vous fait ce choix-là justement pour rester plus disponible pour votre enfant? Je pense, et à la fois, cette relation ici que j'ai maintenant, justement, j'y vais en sachant où je mets les pieds. Et ce qui fait que c'est sans doute une relation qui ne durera peut-être pas parce que je sais Elle est aussi passionnelle? Oui. Donc voilà. C'est aussi vide. Vous souffrez? Non. Non. Quoi?
Parce que je n'apprécie. Les moments qu'on passe ne sont que du plaisir. Voilà, c'est des échanges, c'est pas seulement du plaisir. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'échanges. Et quelqu'un justement avec qui il y a une entente parfaite, dans le sens où parce que je suis quelqu'un qui a un caractère assez spécial, on va dire. Et c'est très rare pour moi de trouver quelqu'un qui me corresponde. Mais vous n'avez aucun projet avec lui? Jusqu'à présent, oui, il y a eu des projets parce que bon, c'est quelqu'un qui, voilà, mais il n'y a encore rien d'établi. Donc, il envisagerait de quitter sa femme? Je pense bien, oui. Comment? Je pense bien, oui. Mais déjà en dehors de moi. Donc en dehors du fait de m'avoir rencontré. Si vous tombiez enceinte de cet homme-là? Sans doute, oui, que je le garderai. Parce que, voilà, j'ai le mode d'emploi, on va dire, avec mon fils. Et que je ne conçois pas de faire partir un enfant qui a été fait dans l'amour, qui n'a pas été fait dans des conditions négatives. Donc voilà, je l'ai fait avec amour et hors de question que... Voilà. Vous m'impressionnez par votre maturité et la qualité d'amour, de l'amour que vous donnez, que ce soit à votre fils ou à vos compagnons. Mais c'est vrai, ce que disait Frédéric, on a l'impression que vous oubliez tout le temps. Complètement. C'est-à-dire vous êtes sensible à l'autre, vous êtes sensible à ce qu'il peut vivre, vous êtes extrêmement empathique, mais sauf que vous ne l'êtes pas à vous-même. Parce que je trouve que ces situations que vous vivez, elles sont très douloureuses. Parce que c'est comme, quand on vous écoute, c'est comme si vous étiez déjà presque contente que quelqu'un puisse poser le regard sur vous et s'intéresser à vous, alors que vous n'êtes pas si aimable que ça à vos propres yeux. Vous dites de vous, vous avez un caractère difficile, etc. Donc vous avez une vision de vous qui est négative et qui fait que du coup, dans ces situations, ça vous protège effectivement de la peur d'être abandonné. Parce que le manque du père, que ce soit parce qu'il n'est plus là physiquement ou parce qu'il est parti, c'est un abandon. Donc vous avez tellement peur d'être abandonné à nouveau que vous ne prenez pas le risque de la vie quotidienne avec un homme. Parce que vous auriez peur de vous confronter au fait de ne pas pouvoir le garder. Donc ça, c'est important de penser à vous. Christina, de penser vos blessures à vous, votre histoire passée, vos souffrances, vos manques. Parce que vous êtes une jeune femme qui a l'air formidable, qui a beaucoup à donner, mais c'est important que vous vous donniez à vous aussi, pour ne pas vous retrouver à chaque fois dans des situations où vous vous oubliez, et puis quelque part où vous reproduisez cette douleur du manque de père. Parce que même si, là, il a créé la relation avec son père, si vous reproduisez ce schéma-là, le risque, c'est de proposer à vos enfants de grandir comme vous, avec le manque du père. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais tout ce que je peux pour maintenir ce lien entre mon fils et son père. C'est important. Et je dois dire que le fait d'avoir vu à quel point il était un bon père, que c'est ça aussi qui m'a plu chez lui, qui m'a ému chez lui en fait. C'était je sais pas. Mais pensez à vous aussi, Christina. Pensez à vous. Vous avez le droit aussi d'être aimée pour vous-même. Mais je me sens aimée pour moi-même dans ces relations-là. C'est justement, je me sens, je sais pas comment expliquer, je me sens libre moi-même. Oui, mais pas complètement, parce qu'à un moment donné, vous mettez en échec puisque vous n'êtes pas celle qui est choisie. Donc on ne peut pas se sentir pleinement aimé dans cette situation-là. On a l'impression que vous vous cantonnez dans un rôle de bienfaitrice, une sorte de mère Teresa, pour faire du bien aux autres. Je ne peux pas vraiment utiliser ce terme-là, mais... C'est important pour vous d'apporter, de vous sentir utile auprès des autres? Oui, parce que ça soit avec le père de mon fils ou dans ma relation actuelle, j'ai trouvé, quand je les ai rencontrés, je suis tombée sur des hommes malheureux, enfermés dans des mariages que je ne souhaite à personne. Parce que, non, si... Oui, ça dépend comment vous savez, ils peuvent vous raconter des choses. Non, mais j'ai eu la version, je veux dire aussi de l'opposé, je veux dire voilà. C'est des relations que, à partir du moment où quelqu'un n'existe plus dans son mariage et qu'il n'est plus qu'une ombre servile qui fait partie des meubles. Mais comme par hasard, il est retourné quand même.
Et puis ça, si vous voulez, Christina, ça montre vraiment que vous êtes dans ce que moi j'appelle le fantasme du sauvetage, c'est-à-dire voilà. Et ça, c'est une tentative de réparation de votre propre histoire. Vous aussi, vous êtes dans ce rôle-là? Non, non. Pourquoi ça vous fait rire? Non, oui, parce que c'est vrai, je trouve qu'elle a raison. Oui. C'est-à-dire, vous êtes vous aussi senti un peu l'infirmière? Vous avez pensé les plaies? Comment? Ça peut être différent à d'autres niveaux, mais je veux dire, dans ce genre de relation, on a toujours quelque part le rôle de... On vient compléter quelque chose, on arrive à un moment donné où il a envie d'autre chose, où il veut vivre autre chose. Mais il faut aussi considérer que c'est facile pour ces hommes-là de vous séduire en vous disant que ça ne va pas du tout chez eux et que vous êtes formidable et que leur femme est terrible et que voilà, c'est souvent aussi une manière de... Hélas, c'est souvent le cas. Oui, et ça peut être vrai aussi. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que je vais sauver cet homme de sa situation, de sa vie. Il y trouve son compte aussi dans le fait d'avoir deux femmes, une femme pour la sécurité, voilà, l'aspect social des choses, le réconfort et la passion avec l'autre femme, et un équilibre s'installe de cette manière. Donc c'est pour ça que c'est important de penser à vous plutôt que de penser à eux. D'abord à vous. Bon courage à vous toutes et merci d'avoir choisi le plateau de toute une histoire pour venir nous livrer vos témoignages. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à Frédéric. N'oubliez pas que vous retrouverez la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous recevrons l'incontournable juré Jean-Marc Généreux ainsi que Polo qui nous donnera des nouvelles de son fils. A tout de suite. Qu'ils soient célèbres ou anonymes, ces pères se battent pour leur enfant. Dans Toute une histoire, le célèbre danseur Jean-Marc Généreux nous avait parlé de la maladie de sa fille Francesca. Il est revenu à une capacité d'enfant de 9 mois. C'était le syndrome de Rett, une maladie dégénérative. Et là, ça m'a vraiment foudroyé. Je me voyais, mais tellement plus être un homme heureux. Polo, lui, se battait aux côtés de son fils Thiago. On entend leucémie, on entend cancer, et voilà, ça s'effondre, on se dit pourquoi lui? Moi je fume, je bois, pourquoi lui, pas moi? Où en sont-ils aujourd'hui? Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir la suite de leur histoire.